L'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur. Cette citation d'Ernest Lavis, elle se trouve dans l'introduction du livre de Cédric Lemagnan. Cédric Lemagnan, bonjour. Bonjour. Cédric, vous êtes historien de formation et ça fait à peu près une quinzaine d'années que vous évoluez dans le monde du tourisme et de la culture. Vous avez été responsable culturel au musée Porte-Fer de Dunkerque, directeur de l'Office du tourisme des Antilles, d'ailleurs vous avez organisé les fêtes médiévales, et directeur de la maison du tourisme Normandie-Giverny. Et depuis 2018, vous êtes directeur d'Heure Tourisme. C'est ça, c'est ça. Qui est l'agence de développement touristique de l'Eure. En dehors de votre travail, vous êtes un cycliste chevronné et un amateur éclairé de comics, la bande dessinée américaine. C'est ça. Mais s'il y a bien un sujet qui vous taraude, une passion qui vous anime, c'est l'histoire. Pas forcément l'histoire avec un grand H, plutôt la petite histoire, les anecdotes. Et pendant 4 ans, vous allez non sans humour revisiter l'histoire locale dans une chronique qui sera publiée par le Paris-Normandie sous le pseudonyme de Maître Cédrico. Mais, ça ne vous suffit pas. Et vous animez aussi une émission de radio sur Principe Actif, une émission donc historique, mais pas soporifique, instructive, mais pas ennuyeuse, car vous aimez transmettre votre passion pour le ton de la légèreté et aussi sous un angle souvent assez original. C'est le cas d'ailleurs pour votre dernier livre, De Clodion le Chevelu au Roi Soleil, réviser l'histoire de France à partir des surnoms des rois et des reines, sorti chez Armand Collin en 2020. Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Bien sûr, je suis toujours avec moi. Voilà, comme par hasard. Le hasard fait bien les choses. Un livre qui est sorti, je crois, au moment du premier confinement et de ce fait qui est passé un petit peu inaperçu. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi ça parle? Comment vous est venue cette idée? Alors, effectivement, il aurait normalement dû sortir au mois d'avril, mais le premier confinement, on a décidé autrement et on a eu le nez fin, on l'a sorti le 21 octobre, quelques jours avant le second confinement. Mais c'est pas grave, il est aujourd'hui disponible. C'est un projet qui a duré une paire de mois. Alors, effectivement, sur la genèse et l'origine de ce projet, ben, finalement, on retrouve dans ce que vous avez pu évoquer un petit peu avant. D'abord, cette curiosité naturelle, j'ai toujours voulu travailler dans l'histoire, je voulais être professeur d'histoire. Alors, aujourd'hui, je suis directeur de l'agence de développement touristique, je ne dirais pas que mon projet de carrière n'est pas le bon. Mais ce qui était évident, c'est que l'histoire, c'est toujours quelque chose qui m'a habité. J'avais un grand-père qui était lui-même un féru d'histoire et c'est lui qui m'a en fait inculqué tout cet amour pour l'histoire. Et comme vous l'avez dit, plus la petite histoire, l'histoire des sociétés, plutôt que la grande histoire, qui est certes bien évidemment très intéressante, et moi je me suis toujours appuyé à essayer de comprendre pourquoi certaines choses. Et quand j'ai fait l'émission sur Principe Actif, ça alors quelle histoire, c'était un peu l'objectif de cette émission, de comprendre l'histoire d'une chanson, l'histoire d'un objet ou bien évidemment un fait historique. Et dans mes différentes recherches, que ce soit avec le Paris-Normandie également, j'avais ces surnoms de roi de France ou de reine de France. Et je m'étais toujours posé la question de me dire, mais pourquoi Pépin le Bref, pourquoi Charles le Chauve, pourquoi Louis le Gros? Il y a bien une raison derrière. Et donc, lorsque j'ai proposé à mon éditeur Armand Collin le sujet, ben, ils m'ont dit, Banco, on y va, on creuse le sujet. L'objectif de tout ça, il est multiple, c'est-à-dire c'est de comprendre et d'humaniser ces personnages historiques que nous connaissons tous, de comprendre pourquoi on leur a attribué ce surnom. Est-ce que c'est un surnom qui est justifié? Est-ce que c'est un surnom qui est plus de l'ordre du sobriquet? Est-ce que c'est un surnom qui était contemporain ou qui est un peu plus tardif? Et puis également essayer d'aborder l'histoire de France par ce prisme-là, pour essayer de comprendre le parcours de vie de ces rois et de ces reines liés avec ce surnom. Alors je me suis attelé à quelque chose de un peu foufou, puisque très compliqué, toujours pouvoir mettre derrière une origine à ce surnom, un peu comme l'œuf et la poule. On ne sait jamais vraiment qui l'a attribué, comment, dans quelles circonstances. Alors parfois c'est clair, c'est précis, et parfois ça reste encore même aujourd'hui assez flou. Oui, par exemple, pour Philippe III le Hardi, bon, on se dit qu'il a été courageux. Louis V le Fainéant, bon, voilà.
Il y en a deux qu'on connaît moins bien et qu'on comprend moins bien, comme moi j'ai relevé, c'est Louis IV d'Outre-mer ou Louis X le Hutin. Est-ce que vous pouvez Oui. nous expliquer par exemple ces deux-là? Alors, effectivement, ce qui est assez amusant déjà par rapport au surnom, c'est que finalement, nos noms actuels sont un héritage des surnoms. Hein, c'est vraiment à partir de 1794 qu'on va sanctuariser l'usage d'un nom. Déjà, sous l'Antiquité, on avait le trianomina, hein, le nom, le prénom et le surnom. Euh, et donc ensuite, ça va se généraliser, ça va se formaliser, s'arrêter. Hop, on ne pourra plus changer de nom durant sa vie. Le Magnan vient par exemple du patois normand qui veut dire le commerçant, le marchand ambulant, mais tous les Le Magnan qui sont aujourd'hui en France ne sont pas forcément tous issus de la même famille. Donc c'était lié à un métier, une fonction. Par rapport aux exemples que vous donnez, ils sont extrêmement intéressants parce que justement, Philippe Le Hardi, oui, on dit qu'il a été courageux, mais finalement, pas beaucoup. Et donc, lui, il a un surnom qui est un peu justement critiqué, parce qu'on dit, bon, il était hardi, mais pas tant que ça. Louis le Hutin est l'un des, donc c'est Louis X, compliqué parce que Hutin, ça désigne quelqu'un de bagarreur, de querelleur, et finalement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans son règne qui est très court, hein, puisqu'il n'a pas régné très longtemps, et qui serait un héritage de sa jeunesse, mais sans preuve, sans véracité historique. Parce que quand on est historien, bien évidemment, même si on n'est pas là pour juger, on y met un peu de nous et un peu de notre supplément d'âme dans cette histoire, mais malgré tout, on collecte et on croise les sources et les faits pour avoir vraiment la version la plus juste, et ou à minima retranscrire toutes les versions. Et puis le lecteur fera son avis par rapport à ce sujet. Sur les fainéants, notamment sous la période mérovingienne, il est évident que là, c'est des surnoms qui sont plus tardifs et qui sont construits, créés pour critiquer, pour mettre à mal le règne des anciens, pour montrer que les nouveaux qui arrivent au pouvoir, les Carolingiens, ils sont plus aptes à régner que tous ces feignants. Et puis parfois, je me suis amusé, parce que vous l'avez relevé, j'essaie de faire en sorte que l'histoire soit quelque chose d'extrêmement amusant, divertissant, même si c'est quelque chose de très grave. Et dans les sujets, j'essaye d'éviter cette partie-là dans les livres en étant un peu plus léger. Voilà, le surnom était un prétexte justement, parfois à relever certaines doses un peu d'humour sur des feignants. Les feignants, par exemple, Louis, enfin Louis d'Outre-mer en l'occurrence, lui c'est assez simple parce qu'il a été exilé en Angleterre pendant quelques années avant de revenir en France, donc il était d'Outre-mer. Et puis parfois, ils étaient feignants, et je me suis amusé à essayer de chercher pourquoi. Ils avaient des règnes très courts, mais par exemple, on a un, on dit, bon, il a été feignant, il n'a même pas été capable de trouver lui-même sa femme, il a demandé à d'autres personnes de le faire à sa place. Donc clairement, il était vraiment très très feignant, même à ce niveau-là. Oui, donc ça peut être parfois étonnant finalement, le surnom. On parlait du côté un peu sérieux parfois de l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que les gens se détournent des livres d'histoire? Parce que peut-être il n'y a pas ce ton léger que vous utilisez? Alors, je ferai une réponse de Normand, qui est ma patrie d'adoption. Ce sera oui et non, peut-être bac oui, peut-être bac non. Je pense que l'histoire est effectivement, il faut des faits, il faut une véracité et il faut poser les choses. C'est la manière de l'expliquer. Et quand je prends plusieurs exemples, les auditeurs connaissent tous Laurent Deutsch. Je sais qu'il est à la médiathèque d'Évreux, métronome. C'est un succès littéraire qui a été critiqué parfois par certains historiens parce que pas toujours exact sur des dates, sur des événements. Mais en tout cas, on ne peut pas retirer à Laurent Deutsch, comme à Franck Ferrand, comme à Xavier Mauduit, cette qualité de raconter l'histoire et de la rendre extrêmement populaire, euh, compréhensible et qu'on a envie d'aller un peu plus loin. Stéphane Bern fait également partie de ces gens-là. Enfin, je veux dire, Secret d'Histoire, c'est quand même une émission qui passe en prime time depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on voit que l'histoire est un sujet qui intéresse. De toute façon, l'histoire, c'est un fondement de notre société. Donc, c'est des choses qui doivent intéresser. Et moi, si je prends mon cas personnel, mon amour pour l'histoire, il est lié, je l'ai dit, à mon grand-père qui m'a transmis ça. Il y a un professeur de sixième, M. Delattre, qui avait une manière de nous présenter l'histoire d'une manière extrêmement amusante. Je le vois encore lorsqu'on faisait la guerre du Péloponnèse, être sur l'estrade avec une règle et faire l'épée, et se battre des Grecs, les Troyens, etc. Et dans mon cercle d'amis, je ne connais pas une personne qui ne me dit pas j'ai pas aimé l'histoire, sauf l'année où j'étais avec Monsieur Delattre. Donc la façon de la transmettre, effectivement, ça joue beaucoup. Vous aviez parlé de Xavier Mauduit à l'instant. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez écrit un livre avec lui.
Donc un livre qui est Oui, paru en 2007, La véritable histoire des impressionnistes. Charmant Colin, vous l'avez peut-être à côté de vous aussi pour nous montrer. le le hasard fait vraiment très très bien les choses. Ah, Et n'est-ce effectivement. pas? Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce livre-là aussi. Alors oui, effectivement, Xavier Mauduit, J'avais une j'ai question. cette chance. Étonnant ce livre, Pardon? il est étonnant ce titre, le titre de ce livre, La véritable histoire des impressionnistes. On a l'impression qu'il y a une fausse histoire des impressionnistes. Alors, ça c'est effectivement, ça fait partie des remarques qu'on avait pu faire à l'époque à notre éditeur. Alors, pour revenir donc, sur le titre, La véritable histoire des impressionnistes, ça ne veut pas dire que tous les autres livres qui ont été édités racontent la fausse histoire. Ce qu'a voulu en fait transmettre notre éditeur par rapport à ce titre, c'est que nous, donc Xavier et moi, d'abord c'est un très grand honneur, un privilège que j'ai eu de pouvoir écrire ce livre avec un monsieur que j'admire beaucoup, qui est Xavier Mauduit, de pouvoir écrire cet ouvrage ensemble. Et on a voulu l'un et l'autre raconter l'histoire des hommes, parce qu'on n'est pas tous les deux historiens de l'art. On n'a surtout pas la prétention de l'être. Il y a des gens beaucoup plus talentueux qui le font largement mieux que nous. Donc nous, on s'est plus appuyé et attaché aux personnages. C'est venu de cadre de conversation. On a travaillé sur d'autres sujets que Xavier, et notamment, je disais dessus Claude Monet, pour avoir travaillé, vous l'avez dit, à la Maison du Tourisme Normandie-Giverny. Donc il a vécu 43 ans à Giverny. Et Claude Monet était quelqu'un qui, plus jeune, a laissé pas mal de dettes, ça a pris beaucoup d'argent aux gens, n'a pas forcément remboursé. Et donc, ce n'était pas forcément, dans un premier temps, c'est un immense artiste, mais il avait ses petits artistes. Et donc, on a voulu raconter l'histoire de ces hommes, en fait, d'où la véritable histoire des impressionnistes, qui est plus sur l'homme ou la femme en tant que telle, parce qu'on a aussi des artistes féminins comme Berthe Morisot, Blanche Rouget, plutôt que sur la peinture et l'art. Et donc là, on a édité ce livre en 2017. On en est très content. C'est un livre typiquement ce qu'on appelle un livre de musée, qui a sa place dans les boutiques de musée, peut-être un peu plus que dans les librairies. Et là, on en est très fiers avec Xavier, c'est qu'il va être traduit en ukrainien, en russe et en chinois pour 2021. Ah, bien. Vous allez faire la promo en Chine? Je sais pas, c'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas? Ce serait une belle occasion. Puisque vous avez donc écrit ce livre sur les peintres impressionnistes, quel est le peintre qui vous touche le plus? Moi, il y en a deux qui me touchent un peu plus. Il y a Gustave Caillebotte, que j'aime beaucoup, parce que Gustave Caillebotte, c'était vraiment quelqu'un qui était un touche-à-tout, qui était collectionneur de timbres, qui aimait naviguer, qui aimait faire voilà, des régates, qui était également en fait voilà, un personnage extrêmement intéressant. Claude Monet, bien évidemment, on va faire un peu parce qu'il est sur Giverny, quelqu'un qui me touche beaucoup. Frédéric Bazy, parce que Frédéric Bazy a été l'un des premiers mécènes des peintres impressionnistes, notamment de Claude Monet, qui est mort pendant la guerre de 1870 et qui finalement va passer totalement à côté, puisque dans le cadre de la première exposition, il ne sera même pas en fait exposé, alors qu'il a fait beaucoup pour Renoir, pour Monet. Il les a beaucoup aidés quand ils étaient dans le besoin. Donc c'est des gens qui m'ont touché. Caillebotte et Basile sont les deux personnes qui m'ont plus touché dans cet ouvrage. Cédric, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais c'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation.